L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Débat pour la Nation. Cette émission qui était annoncée en pompe depuis la journée au regard de l'actualité de l'heure. Nous vous disons toujours que de ces débats, de ces émissions, nous osons croire qu'il peut y avoir des idées innovatrices qui pourront changer, si pas le Congo, l'Afrique. Vous nous suivez à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à Brazzaville, aux environs de par le monde, YouTube, Peter Tieni, RDC.tv. Nous sommes sur Perfect Télévision. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs. Croyez, continuez de croire en vous. Acceptez de mourir digne et non riche. Préférez la pauvreté à la liberté plutôt que la richesse dans l'esclavage. Aujourd'hui, nous allons recevoir une éminence grise, une grande personnalité en Afrique. Quelqu'un qui est parti du bas vers le haut aujourd'hui, le sommet pour certains. Il s'est battu pour l'identité de l'Africain. Ce panafricaniste, sur les pas de Garvey, sur le pas de Kwame Nkrumah, sur le pas de Patrice Emery Lumumba, sur le pas de Thomas Sankara aujourd'hui parmi nous. Je lui posais la question tout à l'heure de savoir s'il n'était-il pas venu tôt ou est-ce que c'était son temps. C'est un honneur de le recevoir sur ce plateau, cet homme qui inspire beaucoup de sa génération, des générations futures. Une activité s'est passée ce matin, ça a clashé, on va en parler sur ce plateau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai l'honneur de recevoir M. Kémy Séba. Bonjour, M. Kémy. Bonjour, mon cher frère. Comment vous allez? Ça va très bien. Et bonjour à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous regardent. De Perfect Télévision. De Perfect Télévision. Merci pour l'honneur. Merci pour l'honneur. Nous vous voyons dans le réseau, nous vous voyons à travers l'Afrique, le monde, de ce que vous faites. Pas facile. Kémy Séba, c'est le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Mais vous êtes parti de loin, vous étiez en France, porte-parole de Tribuca, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes diplomate. On va en parler parce que votre CV va être brossé tout à l'heure. Mais je vais d'abord mettre le pied dans le plat par rapport à l'actualité aujourd'hui. On va revenir sur vous, sur votre combat, sur ce que vous faites, qui inspire beaucoup, au premier rang desquels d'ailleurs je figure. Mais d'abord, Kémy Séba, aujourd'hui vous étiez venu, vous êtes à Kinshasa, il faut le dire depuis quelques jours, parce que vous deviez être élevé au rang de docteur honoris causa. C'était l'initiative de l'université Belcampus, de mon aîné M. Bossekota, avec qui d'ailleurs j'ai des très bonnes relations, qui a toujours eu ces initiatives. Cet homme, j'ai déjà animé des conférences là-bas sur l'héritage de Cheikh Anta Diop les années passées. Aujourd'hui, c'était vous, mais brusquement, à la surprise générale, l'activité était annulée. Que s'est-il passé? Il s'est passé ce que nous a appris M. Bossekota, parce qu'il est important que l'on puisse être très clair dans l'explication et dans l'exposé des choses. Déjà, je te remercie, et je remercie la chaîne pour cet entretien. J'avais décidé de m'exprimer calmement, parce que contrairement à la propagande de nos adversaires issus du système néocolonial, cette histoire de censure ne m'a pas heurté outre mesure, parce que je connais la force de nocivité de ceux qui veulent dépouiller l'Afrique et qui sont à la tête d'un certain nombre de nations occidentales. Et je connais aussi la soumission de trop d'entités parmi nos élites, entre guillemets élites. Et on va revenir sur ce terrain-là. Exact. Je dis toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Quand on a des gens qui sont noyés dans ce que l'on appelle l'hétéronomie. Qu'est-ce que l'hétéronomie? Hétéro, différence, nomie, nomos, loi. Nomos, loi. Quand on est plongé dans un processus qui vous pousse à être soumis à des règles extérieures, à votre paradigme, à vos souverainetés, vous arrivez à un moment où vous finissez par agir en contradiction totale avec vos propres intérêts. Et l'hétéronomie est le problème central des élites africaines, des élites politiques, des élites prétendument intellectuelles. Il se trouve qu'on a été invité donc par M. Bossekota pour cette cérémonie. Je ne vous cache pas, tout le monde le sait, hein, que je refuse de manière générale systématiquement les titres. J'avais été
élu leader d'opinion du panafricanisme à Douala. J'ai poliment refusé le titre. On m'a nommé personnalité politique africaine de l'année à Africa News. Je n'ai pas daigné nécessaire de prendre le titre. MJA Intellect, au Mali, je crois que c'était un ancien titre que j'avais accepté. Il y avait un prix afro-américain, j'avais refusé. Donc je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il soit pertinent quand on mène un combat politique de souveraineté, de décorer les gens à la mi-temps. C'est comme si vous donnez un ballon d'or lors des 10 premières minutes du match ou de la saison alors que la saison n'est pas finie. Bon. Donc j'ai toujours eu du mal avec ça. La seule chose qui a fait que j'ai accepté, cette fois-ci, c'est parce que je pense que le système universitaire et éducatif en Afrique est profondément corrompu et vicié. Et que malheureusement nos élites intellectuelles, comme je le disais tout à l'heure, sont dans cette hétéronomie profonde, de telle sorte qu'elles pensent que le savoir n'est savoir qu'à partir du moment où c'est l'Occident qui valide. Il n'y a de connaissances, les Africains, la prétendue intelligentsia, est heureuse de dire qu'elle est intelligentsia, que si elle est reconnue par les universités occidentales. Il y a un cancer. Donc il n'y a pas cette validation. Il y a la honte de soi. Et même parfois ceux qui se disent être, entre guillemets, des défenseurs de l'Afrique, ils tirent quelque part leur fierté d'être reconnus par le système, entre guillemets, académique occidental. Il y a quelque chose sur lequel on doit se poser la question. Et donc le fait qu'une université africaine qui écoute ce que dit la rue, qui écoute ce qu'exprime la jeunesse africaine à bon nombre d'endroits, qui constate qu'on est suivi par des millions de gens partout en Afrique francophone et dans la diaspora, a décidé de réunir un comité pour nous, quelque part, consacrer quelque chose qui est déjà présent. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qu'on consacre. Honoris causa, en réalité, je m'en fous, si on doit se parler clairement. Ce qui était intéressant dans le processus, ce qui est intéressant, c'est que des gens, dans ce cadre universitaire, aient réussi à se détacher de ce lobbying idéologique et intellectuel qui pousse les dirigeants et les systèmes académiques africains à être soumis à la perception occidentale. Et donc, ils nous ont fait venir. Il est important qu'on dise qu'on a reçu le visa des autorités congolaises pour le motif de la cérémonie. Ça veut dire que les autorités congolaises ont validé. Je ne sais pas si elles ont validé, mais en tout cas, elles ne se sont pas opposées à cette démarche. Très bien. Mais M. Bossekota nous a dit ce que tu m'as dit hors antenne tout à l'heure. Toi-même, tu as eu des pressions pour cette interview. Toi-même, tu as eu des pressions de la France, tu me l'as dit tout à l'heure pour l'interview. Je ne vais pas te mettre en difficulté, mais c'est ce que tu m'as dit, on est en direct, on peut le dire. Et de certaines autorités congolaises. C'est une réalité. Et c'est tout cela, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne font que donner raison à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Je n'utilise pas d'armes. Je pourrais le faire, ce n'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est d'éveiller les consciences, d'éveiller les esprits, de décloisonner la pensée, de libérer l'esprit créatif africain et de pousser les nôtres à l'autodétermination. Le contraire de l'hétéronomie, c'est l'autonomie. L'autodétermination, se déterminer par nous-mêmes et non pas par les autres. Comment vous pouvez expliquer? Parce que M. Bossekota me l'a dit. Il m'a dit ce matin, on était avec une délégation. On a suivi la vidéo. Mais même avant ça, parce que ça c'est ce qu'il a dit publiquement. Il a juste dit qu'il a reçu l'ordre de la hiérarchie du ministère des études supérieures, d'enseignement supérieur, comment dirais-je, d'interdire la manifestation d'aujourd'hui. En langage diplomatique, de la reporter, mais c'est interdit. De l'annuler. Oui, de l'annuler. Mais ce qu'il nous a dit devant une délégation de 7 personnes, qui pourront témoigner si nécessaire, c'est que, apparemment, les autorités françaises se sont plaints auprès des autorités congolaises qu'un ennemi déclaré, selon eux, de la France. Moi, je ne suis pas un ennemi de la France. Il y a plein de Français qui sont extraordinaires. La France n'est pas mon problème. Mon problème, c'est la politique néocoloniale du gouvernement français. C'est important qu'on le dise. Et toute politique néocoloniale, qu'elle soit française, qu'elle soit chinoise, si elle est russe, si elle est arabe, peu importe, si quelqu'un a un comportement néocolonial, on le combattra. Ça passe pas. Récemment, au Niger, au pays auquel je suis politiquement lié, le général Tchani, stratégiquement, que je fais un club, exactement, tout mon respect, mon général. Et que l'on salue, des Chinois, qui sont pourtant des alliés sur le terrain économique, ont eu un comportement sur certains aspects qui n'était pas normal. Ils ont été renvoyés. La souveraineté est non négociable. Est-ce que vous comprenez? J'étais au Parlement russe, tout le monde sait que on a diffusé ici. J'ai des connexions avec différents pays, mais j'ai dit devant les députés russes, ce que peu de dirigeants africains sont capables de dire, que le jour où ils se comporteront en colons vis-à-vis de nous, on les combattra.
On ne peut pas quitter d'une colonisation à une pour aller autre. vers une autre. Vous l'avez Je dit. connais très peu de gens qui peuvent faire ça. Donc, moi, je n'ai pas de problème, contrairement à la propagande france-africaine qui veut essayer de faire croire que quand on est plus soumis à cette dernière, ça veut dire qu'on est les colons des autres. Parce que pour eux, le noir est astreint à la résidence de la soumission. Donc, je termine. M. Bossekota m'a expliqué cette réalité qui était que donc, les autorités françaises, via l'ambassade, donc, se sont plaints auprès des autorités congolaises. Et que les autorités congolaises elles-mêmes, via le ministère De l'enseignement supérieur universitaire, a fait pression sur l'université Belcampus en disant, parce que l'université Belcampus, à la base, M. Bossekota voulait maintenir cette cérémonie en disant qu'on n'a pas à faire de l'ingérence au sein d'un C'est une université privée en plus. Et qu'est-ce qui a été dit? Les autorités congolaises ont dit que si il persistait à vouloir nous élever au rang de docteur honoris causa, chose qui est déjà faite, parce que là c'était aujourd'hui la cérémonie d'élévation, mais l'élément est déjà fait en tant que tel, ils allaient se faire retirer leur licence. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de la situation. Pas pour moi. Moi, je vais me recueillir sur la tombe de Lumumba, j'ai vu nos partisans aujourd'hui, et j'en verrai d'autres tout le long de mon séjour, avant de continuer nos tournées, nos déplacements dans le cadre de nos missions géopolitiques panafricanistes. Moi, ça ne change rien. J'ai le cuir très dur. Mais je ne sais pas si les autorités congolaises se rendent compte de l'humiliation qu'ils sont encore en train de rajouter. Alors que ces membres, les membres de ces autorités, sont décriés à bon nombre d'endroits. Et je pense que c'est dommage. Je trouve que c'est triste. Plus de 60 ans après, un pays entre guillemets indépendant, et qui est sur base de la pression française, qu'on cède, c'est-à-dire un pays indépendant africain, une université privée africaine, Prétendument indépendant, mais on le voit qu'il ne l'est pas. qui veut élever un digne fils d'Afrique au rang d'honoris causa, docteur, et la France décide que l'activité n'est pas lieu, et ça se passe ainsi. Je vais vraiment vous dire les choses. Je m'en fous, en réalité, de la pression de la France ou pas. Le gouvernement français a une posture néocoloniale et le montre chaque jour. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'influence politique qu'on a en Afrique et dans la diaspora est due au comportement néocolonial du gouvernement français. Donc ça, c'est même plus à prouver. Ils ne font qu'apporter de l'eau à notre moulin à tel point qu'on est noyé sous l'eau à force d'avoir des éléments qui prouvent nos propos par rapport aux exactions de la politique française. On ne va pas rester à pleurer tout le temps sur la France. Moi, mon problème, ce sont les autorités de nos pays. Moi, mon problème, c'est le degré de soumission, c'est le aplaventrisme de notre pays. C'est le acatpatisme de notre pays. On se comporte comme des laquais, là. Mais c'est au-delà des laquais. Et ça me... Tu sais, je pourrais être dans le... Tu vois, tu as parlé de clash. Je ne suis même pas dans le clash. Je suis dans le constat. Je trouve ça pathétique. Déçu, touché. Je trouve ça... Non, pas déçu. C'est quoi? C'est le combat qui est touché? Non, parce que absolument. Le combat... Sinon, si le combat avançait, comment les gens peuvent se comporter comme ça le combat, aujourd'hui? Si on combat, c'est qu'on lutte contre quelque chose. Quand ces gens-là, quand le gouvernement congolais et les autorités françaises se comportent comme ça, elles ne font que rajouter du poids à ce qu'on fait. Et tous les messages qu'on a reçus aujourd'hui vont dans ce sens. Notre page Facebook, alors qu'on n'a même pas communiqué encore officiellement, a été noyée de messages en disant c'est scandaleux, et c'est dans toute l'Afrique. C'est très scandaleux. Donc moi, je ne suis pas au stade de me plaindre ou de m'apitoyer sur mon sort, mais j'ai pitié, vraiment pitié, du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Et je pense que l'autorité en question n'a pas agi, enfin, c'est même pas je pense, on m'a dit qu'elle n'a pas agi seule, donc c'est triste. Et j'ai mal parce que tu sais, le Congo est un pays qui, depuis très longtemps, outre des raisons personnelles, familiales, mais me touche. C'est le pays de Lumumba. Lumumba était probablement le premier héros de notre peuple, lorsque je me suis imprégné à 17 ans de l'histoire, qui m'a fait verser des larmes. Parce que Lumumba a été considéré comme une menace par le camp néocolonial. Les mêmes, camp colonial à l'époque. Les mêmes, hein. Les mêmes, exactement les mêmes. Mais il a été tué par ses semblables. Ouais. Nous ne sommes que les enfants, pas les parents. D'ailleurs, j'ai rencontré aujourd'hui, il était venu à l'université Roland Lumumba, que je salue chaleureusement. Mais nous qui ne sommes que des petits, qui ne sommes que des particules, quand je vois les tentatives de déstabilisation, de persécution, d'attaque que nous connaissons,
je me dis que là où est le leader et le héros légendaire, notre père à tous, Lumumba, il doit se retourner dans sa tombe. Vraiment. À quoi aura servi tout ce combat? Non, il ne faut pas dire ça. Il sert. Tous ces sacrifices? Il sert parce que nous sommes tous présents. Tu es présent, je suis présent, et toute une génération se bat aujourd'hui. Il sert plus que jamais, ce sacrifice-là. Et de la même façon, moi je pense que chaque fois que les adversaires du camp panafricaniste et du camp souverainiste essayent de nous attaquer, ils ne font en réalité que nous élever. Dans sacrifice, il y a sacré. Allez, on va avancer. Mais pourquoi la France est hantée par ta personne? Qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle on m'a arrêté en octobre dernier. Elle estime, elle me rend responsable, c'est dans les fichiers des services secrets français, de la DGSI et de la DGSE, elle me rend responsable de sa perte d'influence en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, et elle me considère comme étant une figure centrale de la contestation de l'hégémonie française. Moi, mon problème n'est pas la France, je le redis, c'est le système néocolonial. Et en effet, on fait un travail et on n'est même pas à 10%, on va monter sur ce terrain-là. On constate quand même qu'il y a un acharnement de Français. Tout récemment, c'était, c'est quoi la nationalité française qu'on te pique de manière unilatérale, hein, et ils communiquent à leur manière dans les réseaux sociaux. Oui, avec des médias, d'ailleurs, au Côte d'Ivoire, c'est important qu'on le dise, qui sont achetés. Il y a, je crois, un média qui s'appelle LSI Africa. Non, n'attaque pas. Bon, je n'attaque pas. N'attaque pas les confrères. Non, mais on sait qu'il y a des médias qui sont au service. Ce ne sont pas des confrères, rassure-toi. Et on a eu d'ailleurs un journaliste qui s'appelle Monsieur Dietrich, Thomas Dietrich, qui avait révélé d'ailleurs qu'il y avait des agences de désinformation émanant donc des camps militaires français qui étaient installés en Côte d'Ivoire et qui parfois intégré des médias pour communiquer, pour attaquer tous les ennemis de l'hégémonie française en Afrique. Donc ce ne sont pas tes collègues, à moins que tu me surprennes sur ce terrain-là, mais je crois qu'ils sont dans notre camp. Je rappelle ici que M. Seba, c'est un ancien journaliste, parce qu'aujourd'hui chroniqueur politique. Chroniqueur politique, qui a évolué au Sénégal, au Cameroun, au Tchad. Et donc quand tu parles des journalistes, c'est un métier que tu connais bien. Exactement. Tu as même beaucoup excellé au Sénégal, on a dit que tu as fait beaucoup de succès là-bas. Je pense que le Sénégal a été une base fondamentale. Sur 2As Télévision, quelque chose comme ça. 2As TV. 2As TV. Ouais, tout à fait. Mais voilà. Tout à fait. Allez. En tout cas, juste pour finir, je veux que les autorités congolaises, mais pas seulement, parce que ce problème-là, on le rencontre dans trop de nos pays. À part l'AES qui s'est libéré du système néocolonial. On va y arriver. Hein. Et l'AES est le fruit, ça ne s'est pas créé comme ça, c'est le fruit d'un travail des sociétés civiles. Pour ceux qui ne savent pas, l'AES, c'est quoi? L'Alliance des États du Sahel, d'accord. Voilà. C'est des militaires qui ont pris leurs responsabilités après que le peuple, c'est important qu'on le dise, à travers des mouvements comme les nôtres et d'autres, se soit mobilisé. C'est important qu'on le dise. L'AES est en train de sortir de ce système néocolonial. Mais il y en a d'autres qui sont encore soumis à ces réalités. Dans mon pays, le Bénin, le président est malheureusement aujourd'hui, de manière fondamentale, incarcéré. Dans tu ne peux plus mettre le pied, malheureusement. Non. Lui a créé un système, et tu me permets d'en parler, qui me fait sourire. Tu sais, à l'époque, quand De Gaulle combattait la collaboration de Pétain avec l'Allemagne nazie, et j'aime pas De Gaulle, hein, mais j'ai l'esprit parabolique. Le maréchal Pétain avait dit à De Gaulle qu'il était interdit de territoire en France, dans son propre pays, et que c'était un apatride et un ennemi de la France, parce que De Gaulle attaquait la soumission de Pétain à l'Allemagne nazie. Pendant que Pétain courbait les chines face aux nazis. Et bien aujourd'hui, on a un Patrice Talon qui courbe les chines face à la France-Afrique, qui collabore. Après, Alassane Ouattara, c'est le deuxième élément central du système néocolonial en Afrique de l'Ouest. C'est très important qu'on le dise. Et le fait que j'ai exposé ces liens et sa collaboration avec le système néocolonial, Patrice Talon a créé une propagande avec ses caniches. Patrice Talon, c'est le président du Bénin. Du Bénin, pour l'instant, et a créé une propagande avec ses caniches pour dire que Kémy Séba, puisqu'il attaque Patrice Talon et les liens de Talon avec la France, Kémy Séba est un ennemi du Bénin. Visiblement, ça ne marche pas quand on voit aujourd'hui les gens qui se réunissent et qui se mobilisent de part et d'autre au Bénin pour demander et pour dire qu'ils nous soutiennent dans notre combat et qu'ils veulent voir en nous une alternative politique, des mouvements spontanés qu'on ne connaît parfois même pas. Ça veut dire qu'il y a une dynamique et qu'il se passe quelque chose. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, et le Bénin est grand.
Quand on veut circuler, on circule par différentes portes. C'est juste que je ne vais pas le dire en direct à la télévision. Très bien. Mais personne ne m'empêchera et ne m'empêche de faire ce que j'ai à faire. J'ai même appris que vous êtes candidat en 2026. C'est vrai? Authentique? On va être très clair. Le système politique au Bénin, tel qu'il est quadrillé et truqué par le président Patrice Talon, fait que 95% de la classe politique de l'opposition ne peut pas se présenter aux élections. Ok. Mais j'ai annoncé volontairement que je me présentais parce que je sais que c'est source d'espérance pour une catégorie de la population. Et que il est important parfois d'utiliser les armes de l'ennemi pour par la suite après élargir les règles et créer ses propres règles. Le temps va expliquer exactement ce sur quoi nous travaillons. Très bien. Je le dis avec simplicité. On va revenir au panafricanisme parce qu'on va creuser dedans aujourd'hui pour que le Congolais en général, ceux qui nous suivent, vraiment comprennent le bien fondé de ce combat. Mais avant tout, un mot, le pays qui t'a accueilli aujourd'hui est victime, dans sa partie est, agressé. Le Rwandais avec leur supplétif de M23. Que pensez-vous? Quel regard panafricaniste portez-vous sur la situation que traverse le Congo aujourd'hui dans sa partie est? Je reviens toujours à l'hétéronomie. Et c'est un mot que j'aimerais que tout le monde retienne. Hétéronomie. Oui. Quand on a des dirigeants qui sont dirigés par l'extérieur, il est évident que les actions qu'ils vont commettre seront en contradiction, en opposition avec les intérêts de leurs semblables. Aujourd'hui, le président Kagame est évidemment et clairement une marionnette du système néocolonial. Tout le monde le sait. Malheureusement, il a aussi des équivalents au sein des autorités congolaises. Je ne pardonnerai jamais au président Kagame le génocide qui est en train de s'opérer au Kivu, jamais de la vie. Et je fais partie, je pense, des voix panafricanistes les plus radicalement opposées. On a suivi à plusieurs Kagame. fois. Et je le fais en toute objectivité, en toute sincérité. C'est important pour moi. Parce que j'aime être juste. Et je dénonce ce qui est mal, quelle que soit la personne qui le dit. Mais qu'on soit clair, Kagame n'aurait jamais pu faire ce qu'il fait au Kivu sans la complicité d'un certain nombre de personnes au sein des autorités congolaises d'hier et d'aujourd'hui. Il faut qu'on le dise. Exact. Le Congo est un État-continent. Le Congo a les ressources qui pourraient faire de ce pays l'un des pays les plus puissants de la planète. Le Congo ne peut pas se faire agresser par un petit pays comme ça, comme le Rwanda, sans aucun mépris. Hein. Congo, Rwanda, peuple extraordinaire, là n'est pas la question. Mais il ne pourrait pas se faire agresser par un petit pays comme ça, sur le terrain géographique, sans la compromission d'une partie des autorités congolaises. On peut le dire. Et certains parfois font semblant de se battre dehors, mais parfois peuvent collaborer. Et je pense que ça, on doit être capable aussi de l'énoncer. Je sais que certains du gouvernement t'ont dit cadre Kémy aujourd'hui quand il vient. Non, on parle. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure avant l'interview, mais comme tu sais, je dirais toujours les choses. Il faut parler. Sinon, si on ne sait pas crever l'abcès, on n'avance pas. Et moi, je le dis avec amour. Il faut qu'on arrête de blâmer les autres si on n'est pas capable de se gérer nous-mêmes. Et tu sais, le côté extraverti de la gestion de nos ressources, c'est-à-dire de toujours confier la gestion de nos ressources à l'extérieur, plutôt que d'être dans une dynamique de gérer nos ressources et de protéger nos ressources nous-mêmes, qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne qu'on est toujours dépendant de la perception extérieure, de l'attitude extérieure et des décisions extérieures. Aujourd'hui, on a des peuples voisins qui se font la guerre, d'accord? Des pays voisins, et c'est toujours une entité ou une autre extérieure qui va régler la situation, parce qu'entre Africains, on est tellement arrivé à une détestation de nous-mêmes et d'autrui qu'on n'est pas capable de régler le conflit. De se parler. Kagame est un problème central, pas simplement pour le Kivu, mais pour l'Afrique dans sa globalité. Parce que quelqu'un qui attaque son semblable est un ennemi pour nous tous. L'Ubuntu, c'est tu es, je suis parce que tu es. Et si je te tue, je ne suis plus. Donc il faut le dénoncer. Mais il faut aussi être capable de dénoncer avec fermeté. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les autorités congolaises ont autant sévi en se soumettant de manière pathétique aux autorités occidentales. Mais il faut aussi condamner la corruption d'une partie des élites, j'ai dit d'une partie des élites congolaises. Je pense qu'il faut le dire.
Moi, je ne suis pas dans les histoires d'opposition, de majorité, je suis dans des logiques factuelles. Exact. Le Congo est un grand pays. C'est un pays qui a une tradition plurimillénaire. C'est un royaume à la base. C'est un pays qui a donné des géants de l'histoire du monde noir. On doit respecter ce pays. Mais respecter ce pays, c'est aussi appeler ce pays à la responsabilisation de ses élites. Et à la responsabilisation aussi de la société civile. Élite entre guillemets. Hein. Tout à fait. Élite entre guillemets. Parce que certaines entités se considèrent comme élites, mais se délitent au quotidien en se soumettant C'est la catastrophe. au joug des entités extérieures. Voilà. Et on doit être capable, et tout le monde le voit. Des gens qui te disent que oui, nous allons gérer ça en telle période, qui ont une crise, mais qui sont plus dans la jouissance du pouvoir que dans la gestion de l'État, c'est quelque chose qui pose problème. Okay. Et je pense qu'on doit être capable de le dire. Kémy, pour ou contre la lutte armée ou lutte non armée pour vous? Moi, votre combat, ce n'est pas ma responsabilité de dire ici à la télé que je suis pour la lutte armée. Je préside une organisation qui s'appelle Urgence panafricaniste, ouais. Qui est une organisation politique, non violente, mais visiblement on est considéré comme violente idéologiquement par les tenants du système néocolonial. Mais maintenant je suis aussi lié à un régime militaire, le régime du Niger, le CNSP. Ouais. Et il arrive un moment où quand il y a la guerre... Avec le général Tchani. Tout à fait. Il arrive un moment où quand il y a la guerre, eh bien, ceux qui sont les spécialistes de la guerre doivent prendre la responsabilité. Donc, tu me demandes si je suis pour la lutte armée ou non armée. Moi, je préside une organisation non armée. Mais je suis lié aussi à des régimes parfois militaires qui ont pris leurs responsabilités pour lutter contre des marionnettes du système occidental. C'est une réalité. Alors les jeunes, maintenant, la réalité les jeunes qui te suivent doivent suivre que le la réalité d'un pays n'est pas forcément la réalité de l'autre. Le Congo a sa réalité et moi je n'ai pas à me Mais les jeunes qui te suivent au Congo, ils doivent savoir que la lutte doit être armée ou non armée? Non, je ne veux pas te... Si tu me demandes si la lutte est armée, c'est pas Kémy Séba qui va te dire au Congo la lutte doit être armée. Ça n'aurait aucun sens. Moi, mon rôle n'est pas celui-ci. Mon rôle est de dire que quand on veut récupérer son pays, on prend ses responsabilités pour le faire. Okay. Et mon rôle est de dire que quand des élites, des dirigeants sont censés diriger le pays, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, ces dirigeants, pour que ce pays soit dirigé. Si tu nommes quelqu'un pour conduire le bus, et que le bus t'emmène à la destination B, mais au lieu de t'amener à la destination B, il t'emmène dans le ravin, ou dans le trou. Il y en a beaucoup sur la route, là, d'ailleurs. D'accord. T'as vu? Oui, j'ai vu. J'ai cru qu'il y avait un attentat, tellement on est tombé dans un trou hier. Eh bien, si la situation se déroule de cette façon, au lieu de t'amener au point B, il t'emmène au point Z, eh bien, tu dois changer le conducteur. Tu prends tes responsabilités. Tu dois changer. Quand je dis tu changes de conducteur, c'est que s'il y a un processus électoral, que les élections fassent que le conducteur soit changé. Voilà. Et en tout cas, que le peuple s'organise pour que des élites défaillantes changent. Et dire cela, ce n'est pas appelé à l'insurrection nulle part. Ok. C'est juste pour terminer, parce que sinon les mots peuvent être utilisés autrement. Moi, comme je le dis, j'appelle à l'intelligence citoyenne, à l'intelligence politique. Je ne suis pas là pour appeler à une quelconque violence, ce n'est pas mon projet. Qu'on soit clair. Je n'ai pas besoin de ça, je pourrais le faire. Mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que chacun se responsabilise. Arrête l'humiliation. On est la risée du monde. Je voyage partout dans le monde. Personne ne comprend dans le monde pourquoi la majorité des dirigeants africains se comportent à quatre pattes devant l'Occident. Personne ne comme des marionnettes. Personne. Des valets. Non, mais les marionnettes même sont debout. des marionnettes sont debout. Nos dirigeants rampent. Nos dirigeants rampent. Ils font l'effort face aux faibles, mais ils sont très faibles face aux forts. Et Lumumba a été assassiné par ses propres semblables. Ouais. D'accord? Ouais. Les gens qui l'ont tué ont ri de lui quand il a été assassiné. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens qui l'ont tué sont voués aux gémonies et Lumumba est un héros pour tous. Dans sacrifice, il y a sacré. Nos élites ont perdu le sens du mot sacrifice. Et ce n'est pas qu'au Congo, hein. C'est dans la majorité des pays d'Afrique francophones, qui sont des pays qui restent à décoloniser, où une petite ambassade misérable occidentale peut diriger un gouvernement.
Moi, peut-être parce que je suis né dans la diaspora, je ne suis pas né avec ce complexe, mais je vois des gens, tu n'es pas né dans la diaspora, tu es né ici, tu n'as pas ce complexe. Je vois des gens partout. Je vois les représentants de notre organisation, Agence panafricaniste en RDC, très engagé fortifier Hiroshima. Tu le vois, tu sais qu'il n'a pas peur des autres entités. Ils veulent la souveraineté. La nouvelle génération que tu as vue à l'amphithéâtre qui était déchaînée, j'ai même dû la calmer. Son but n'est pas d'appeler au désordre. Je pourrais le faire, mais ce n'est pas mon chemin. Elle est révoltée, elle a envie de vomir quand elle voit le degré de soumission des autorités. Et je la comprends. On arrête ça comment ? Ce degré de soumission-là, on arrête ça comment ? Ce degré de soumission-là, je le redis, il est congolais, mais il est aussi béninois. Il est camerounais, il est ivoirien. Il est camerounais. Et partout, à différents degrés, on est confronté au même problème. Il est quand même en train de cesser au Burkina Faso, au Niger. Non, au Sahel, je l'ai dit. Au Sahel, quand même. Il faut reconnaître qu'il y a une véritable avancée. C'est moi-même qui te le dis. Dans l'AES, puisque j'y suis, dans l'AES, la donne est en train de changer. Parce que le peuple s'est mobilisé et les militaires ont pris le relais et leurs responsabilités. Mais ailleurs, ce sont des espaces qui restent à décoloniser. C'est la démarche qui est la nôtre. Et je crois qu'on est sur le chemin. Il faut continuer à se mobiliser. Tu m'as demandé comment. Comment? Tu m'as demandé comment. La chose est simple. Ce que les élites africaines corrompues ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. C'est l'adage de l'ONG Agence panafricaniste. Nous avons compris depuis très longtemps que les dirigeants politiques africains, pour trop d'entre eux, sont corrompus, sont agenouillés devant l'Occident et ne voient le monde qu'à travers les lunettes de l'Occident. Donc à un moment donné, il va falloir ne même plus les considérer comme tels et regarder ce que nous, en tant que force créatrice au sein du peuple, nous pouvons effectuer. Urgence panafricaniste a relancé, d'ailleurs, c'est les 10 ans de notre organisation. Nous avons été créés en 2015. Notre organisation a été créée en 2015. Nous sommes en 2025. Nous relançons la question de la souveraineté africaine pour les 10 ans, et de la souveraineté monétaire, de la souveraineté militaire aussi, à travers une tournée que nous allons effectuer partout, d'accord, à partir de la semaine prochaine, partout en Afrique francophone, en Afrique centrale et ailleurs, pour sensibiliser les populations sur la nécessité de remettre sur la table, par exemple, des questions comme le franc CFA. Il n'y a pas le franc CFA au Congo, ça n'empêche pas d'être ouvert à cette réflexion, d'être aussi alerte de la question de la souveraineté militaire. Parce qu'on a aujourd'hui trop de nos dirigeants qui ne font pas assez confiance en leur armée et qui font toujours appel à des mercenaires. Et je le dis pour tous, c'est quelque chose qui doit à un moment donné changer. Mais est-ce que ça part pas aussi de la base du système éducatif de nos pays? C'est ce que nous sommes endoctrinés dans les écoles déjà. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te parlais de l'hétéronomie des nôtres, c'est-à-dire que nous sommes tout sauf autonomes. Et parfois, c'est même nous qui nous enfermons dans ce processus d'aliénation. Parfois même, l'Occident ne nous demande rien, mais on décide de rester dans le petit carré qu'on nous a imposé. C'est quelque chose qui doit changer. Et donc, il doit y avoir une révolution sur le terrain éducatif. C'est pour ça que l'initiative de l'Université Belcampus était à la base constructive. D'accord? Elle a dû plier, je n'en veux pas à M. Bossekota, parce que si on te menace de te retirer la licence, voilà, c'est compliqué. Entre le retrait d'une licence et annuler la conférence, bon, le choix est vite fait. Mais il était très gêné. Mais je pense que l'exemple qui consiste à remettre en avant la question de la souveraineté, de l'autodétermination, de la compréhension des enjeux, d'accord, de la compréhension de nos identités, de la compréhension du fait que différentes ethnies peuvent exister. Ethnie, c'est famille. D'accord? C'est des groupes en tant que tels. Différents, ce sont des branches, mais ce sont des branches issues d'un même arbre. Et c'est la multiplicité de ces branches qui fait la beauté de nos peuples. Mais si ces branches commencent à se battre, c'est parce qu'à un moment donné, le tronc a été divisé, a été rompu. Et ces branches sont utilisées par d'autres entités pour s'affronter. Et c'est ce qui se passe à l'Est. Kagame est utilisé par l'Occident. Pendant trop longtemps, les autorités congolaises ont été elles-mêmes utilisées par l'Occident. Ça n'a malheureusement, sur certains points, aujourd'hui, pas changé. Vous le savez. Je me le disais toi-même hors antenne. Et nous sommes aujourd'hui encore dans cette situation où, parce que on a des dirigeants dirigés et non pas des dirigeants qui veulent libérer le peuple, on se retrouve dans des situations qui sont peut-être même pires que ce qu'on connaissait il y a 50 ans. C'est bien, est-ce que c'est la faute du blanc si 60 ans après, nous sommes dans ce bourbier? Quand je dis une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur, je pense que tout est résumé. Nous sommes les premiers responsables. C'est nous, le problème c'est nous. Nous sommes les premiers responsables. Nous sommes. Le blanc serait un détail de l'histoire si on prenait nos responsabilités.
pour qu'il y ait un colon, ou pour qu'il y ait un colonisateur, ou pour qu'il y ait un corrupteur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte d'être corrompu. Incorrompu. Et quand tu regardes nos élites et nos dirigeants aujourd'hui, tu sais que c'est la Champions League de la corruption, et de la soumission, et de la haine de soi, et de la honte de soi. Donc c'est un petit peu ça la démarche. Très bien, je voulais vous poser certaines questions sur les présidents congolais et africains, avant qu'on prenne une vidéo pour vous présenter, parce que j'avais dit que ça va intervenir dans la deuxième partie, où nous allons à fond parler panafricanisme. Qu'est-ce que vous pensez de Joseph Kasavubu? Vous connaissez? Bien sûr, c'était M. Kasavubu était le président quand Patrice Lumumba était Premier ministre, bien évidemment. Écoute, quand tu me parles de cette période, je n'ai Dieu que pour le Premier ministre. Ah, okay. Preuve que très souvent, ce n'est pas le titre qui donne le leadership, c'est le contenu de ton action. Ça a été un personnage historique qui a accompagné le vent de la prétendue décolonisation. Après, ce n'est pas à moi d'en dire trop dessus, si ce n'est que, à mon sens, il n'a pas été très résistant à certaines périodes, là où il aurait peut-être dû être plus dur face au système colonial qui voulait retenir justement les forces révolutionnaires au sein du pays. Mobutu? Mobutu, il y a deux aspects de lui. Sur le terrain du retour à soi et à l'identité africaine, je trouve que c'est quelque chose de constructif. Mais sur le terrain politique, le manque de souveraineté était tragique. Et on est encore aujourd'hui dans cette réalité-là, malheureusement. Le manque de souveraineté, mêlé à l'authenticité, donne quelque part un milkshake qui est imbuvable. Parce qu'on ne peut pas prôner la souveraineté culturelle si on ne prône pas la souveraineté politique et économique. De la même façon, et je rebondis sur le président de mon pays au Bénin, qui prône le retour à l'identité africaine, entre guillemets, mais qui brade tout aux Occidentaux, aux Français. Ce n'est pas quelque chose de gérable. Soit on est souverainiste sur le terrain politique, sur le terrain culturel, soit on ne l'est pas. Et c'est pour ça que je préfère, par exemple, quelqu'un comme Alassane Dramane Ouattara, il est clair. C'est le réel de la soumission. C'est le réel, c'est l'éternel. Lui, il est pour la non-souveraineté culturelle et la non-souveraineté politique. Au moins, on est clair. Mais celui qui au service de la France. Voilà, mais c'est le numéro 1. Talon le talonne, mais Dramane est le numéro 1. Mais quand vous faites les champions de l'authenticité et que de l'autre côté, il y a cette soumission, c'est gênant. C'est gênant. Et je pense que demain, ceux qui devront être les dirigeants de demain partout en Afrique, devront être ceux qui font à la fois ce travail de retour à l'identité et de souveraineté économique, politique, culturelle et militaire. D'accord. Monsieur Laurent Désiré Kabila, vous avez connu? Bien sûr, bien sûr. Je l'ai connu personnellement. Monsieur Laurent Désiré Kabila était celui qui avait pour mission de changer un régime qui était en déliquescence. Okay. Et qui a donné sa vie pour ça. Il n'a peut-être pas eu le temps d'anticiper ce qui allait se passer par la suite, mais c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour la patrie et je pense que ça doit être respecté. Même si les alliances qu'il a eues ont peut-être contribué aujourd'hui à mettre en difficulté peut-être le pays face aux pays voisins. Ça, on peut en discuter, puisqu'il y a beaucoup d'infiltration, je le sais, au sein des corps centraux du pays Congo. Mais personne ne pourra nier le sacrifice qui a été le sien et la mission qui a été la sienne. Je pense que c'est important qu'on le dise. Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est quelqu'un, j'ai pas un bon souvenir. Je sais qu'à l'époque, j'étais venu en 2012. J'avais été vous avez déjà été ici? Refoulé violemment à l'époque. On vous a refoulé? Oui, bien sûr. Sous le régime Kabila? Tout à fait. On était censé partir faire... On était invité par une militante à l'époque qui s'appelait, je crois, mademoiselle Faïda, à Goma. Ok. Et on devait faire une mission sociale. Et je crois que ce n'était pas du goût du président à l'époque. On vous a foutu dehors. Ou alors, si ce n'était pas lui, c'était ses collègues, j'en sais rien, ou les gens qui travaillaient pour lui, parce que parfois il y a aussi l'excès de zèle. Hein. Ok. Des gens du gouvernement, c'est pas toujours le dirigeant. Mais je n'ai pas de perception
extraordinaire par rapport à M. Kabila. J'ai eu l'impression que le pays était asphyxié à l'époque. Et je ne veux pas vous mentir, j'étais très content au départ quand Félix Tshisekedi a été élu. Très content. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression, je croyais, que le pays allait se renforcer et trouver une vraie souveraineté. J'y ai profondément cru. J'ai le cœur brisé de me rendre compte que... L'espoir s'est envolé. Clairement. C'est d'une évidence. Et j'en viens moi-même à calmer, à distance, ou en présentiel maintenant, mes partisans et nos sympathisants. Il y a eu une mobilisation journée de l'opération Lumumba, où la jeunesse congolaise a exprimé sa colère face au drame qu'il y a au Kivu. Et la jeunesse congolaise s'est mobilisée contre bon nombre d'ambassades occidentales. J'ai tout fait pour modérer notre jeunesse. Mais notre jeunesse, même là, même des gens comme moi, quand elle est en colère, elle a même du mal à entendre. C'est pour ça que quand on dit que je suis extrémiste, ça me fait souvent sourire. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que je suis un régulateur. Ok. Et quand je vois ce qu'est aujourd'hui politiquement, comment le Congo est en train d'avancer, ça me fait très mal. Très très mal. Et là, vous parlez déjà de Félix Tshisekedi? Je parle clairement de la gestion du pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire un maths sup ou maths spé pour savoir. Je parlais encore avec des gens dans la rue qui m'arrêtent toutes les 5 minutes. Les gens me disent que ça ne va pas. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Parce que j'avais beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Si vous devez dire quelque chose à Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous devez lui dire, non? Il est en train de vous suivre, hein? Qui me suivent ou qui me suivent pas, de toute façon, il entendra ça, mais... On ne peut pas aimer le Congo et aimer les bourreaux du Congo en même temps. C'est pas possible. On ne peut pas aimer l'Afrique et aimer les bourreaux des Africains en même temps. C'est impossible. C'est pas possible. Il faut choisir. Et ce que je respecte chez les Occidentaux, c'est que eux ils choisissent. C'est eux ou rien. Mais nous, on dit qu'on aime tout le monde. Et à force d'aimer tout le monde, on finit par n'aimer personne. Voilà ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Nous allons prendre la deuxième partie de cette émission avec cette présentation de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Bon, en autre manière, hein, à vous de jeter un coup d'œil parce que vous en avez fait beaucoup. Il sera difficile d'étaler tout ce que vous avez fait depuis que vous étiez porte-parole des Tribuca. Vous avez eu des problèmes en France pour ça. On a dit que vous étiez un peu virulent à l'époque. Hein. Dès qu'un noir dit ce qu'il pense, il est virulent. Donc allez, on va suivre un élément. On va se retrouver tout juste après pour parler panafricanisme, parler néocolonialisme et chuter dans cette émission. Et je dis à Emmanuel Macron, votre hégémonie en Afrique et dans les territoires d'outre-mer touche à sa fin. Vos jours sont comptés. Il est décrit par certains comme un activiste qui navigue à contre-courant des intérêts occidentaux. D'autres le voient comme un ultra-panafricaniste radical qui attise dans l'Afrique de l'Ouest un sentiment anti-français. Suivi par près d'1,5 million de personnes sur Facebook et 300 000 sur X, Kémy Séba, de son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capo Chichi, né le 9 décembre 1981 à Strasbourg en France, est un militant suprémaciste noir et panafricaniste béninois qui se présente comme un révolutionnaire africain au XXIe siècle et dit être un fervent défenseur du panafricanisme, mouvement plaidant pour l'indépendance du continent africain. Président de l'ONG Urgence panafricaniste, idéologue et militant pour la lutte d'autodétermination des peuples africains, conseiller spécial du président du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Initialement membre de la branche francophone des Nations of Islam, Kémy Séba se fait connaître en France en tant que fondateur ou porte-parole de plusieurs groupuscules, notamment la tribu K, réservée exclusivement aux personnes noires, dissoute plus tard par décret.
Il s'initie à la politique en 1999 en devenant membre de Nation of Islam lors d'un séjour à Los Angeles. Lors de son retour à Paris, il poursuit sa formation au sein de la section française de l'organisation durant 1 an et demi, auprès de Karim Mohamed, représentant de la Nation of Islam à Paris. Il acquiert durant cette période ses bases militantes, doctrinales, idéologiques et surtout ses capacités d'orateur. Il s'installe ensuite en février 2011 au Sénégal, où il poursuit son militantisme politique, d'abord en tant que chroniqueur politique sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal, à savoir la 2STV. Cette nouvelle activité lui assure une nouvelle popularité au sein de l'Afrique francophone. Il mène à partir de l'année 2017, à la tête de son organisation Urgence panafricaniste, une lutte contre le néocolonialisme français. Il dénonce le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui touche les pays utilisant cette devise à travers des manifestations politiques dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone. Ces prises de position lui ont valu d'être interpellé, expulsé ou refoulé de plusieurs pays ces dernières années, notamment de Côte d'Ivoire, du Sénégal et de Guinée. Sa relation avec la France s'est tendue jusqu'à ce qu'il soit déchu de sa nationalité française en juillet 2024. Il mène de manière très véhémente une activité délibérément hostile à la France, à son action et à ses intérêts dans le monde, plus spécialement dans les pays de l'Afrique francophone, justifié à l'époque une source proche du dossier. Plus de nationalité française, gloire à Dieu, libéré, je suis de ce fardeau, avait réagi Kémy Séba. En octobre, soupçonné d'ingérence étrangère, il a été placé à garde à vue, avant d'être libéré sans être poursuivi. En décembre 2015, Kémy Séba et Toussaint Alain, ancien conseiller politique de Laurent Gbagbo, fondent l'ONG Urgence panafricaniste. Le but initial de l'ONG est d'apporter une aide médicale et scolaire sur le terrain de conflit en Afrique afin de concurrencer les ONG occidentales. Mais très rapidement, c'est de par sa présence sur de nombreux fronts dont la justice sociale, la lutte contre le néocolonialisme, le franc CFA et contre la corruption des États africains qu'elle gagne en audience en Afrique francophone. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Kémy Séba exprime son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. Il compte notamment sur le soutien du parti d'opposition, les démocrates, dirigé par l'ancien chef d'État Boni Yayi. En janvier 2018, il est élu personnalité politique africaine de l'année 2017 par la chaîne Africa News, succédant ainsi au médecin congolais Denis Mukwege. Le 11 décembre 2021 à Douala, Séba est élu leader d'opinion du panafricanisme lors de la cérémonie des Pan African Awards, prix qu'il refuse. Sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu. Un mot ? Un mot, bon, je remercie le temps que vous avez pris pour ce montage, sachant que l'interview n'a été prévue que cet après-midi. Exact. Voilà. Donc ça me touche. Juste une remarque quand même, et je le dis pour toute la presse africaine. Suprémaciste. Déjà, je ne suis pas suprémaciste. J'ai vu votre réaction quand on a dit suprémaciste. Et ça m'a fait comprendre, d'ailleurs, le déroulé de la présentation. Il faut que les dirigeants, les médias africains arrêtent de prendre Wikipédia. Wikipédia, aujourd'hui, et c'est condamné par beaucoup d'entités dans le monde, c'est un support géré par des entités occidentales qui ont l'habitude de diaboliser toute personne qui nuit à ses intérêts. Dès qu'il y a un anti-système, dès qu'il y a quelqu'un qui résiste à l'hégémonie occidentale, il faut regarder comment il est présenté. Est-ce qu'on trouve alors autre chose de vous Partout. Partout, vous tapez sur Internet, vous trouverez plein d'informations qui vont dans un sens complètement différent de ce que c'est eux qui gèrent Internet encore en plus. Non, et pas que. N'oublions pas que M. Emegwali, lui, africain de son État, a été l'un des pères d'Internet. Internet n'appartient pas à l'Occident. Il faut qu'on se décomplexe par rapport à ça. Très bien. Voilà.
Mais je remercie pour le montage, en tout cas. Miki Boundé, monsieur le DIH, merci. Le panafricanisme, le panafricaniste que vous êtes, vous cherchez quoi pour l'Africain? Le Quel est panafricanisme, le bien fondé de votre combat? le panafricanisme, c'est l'unité des... Qu'est-ce que l'Africain gagne dans ce que vous faites? Je vais te répondre. Le panafricanisme, c'est l'unité des Ce sera un diverses peu chaud formes maintenant, ça d'africanité. va un peu aller dans tous les sens. Non, le but, c'est qu'on reste dans une ligne quand même, pour que le public nous comprenne. D'accord. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Et pourquoi nous prenons le panafricanisme? Et pour aller plus loin même, la panafricanité, c'est-à-dire revenir à un état de fait originel, c'est-à-dire revenir au tronc pour aller par la suite vers la compréhension des diverses branches, c'est parce que nous voyons de manière très claire que le manque de souveraineté est le problème central aujourd'hui de nos pays. On a des pays qui sont riches en ressources minières, mais qui bénéficient à l'extérieur, mais en aucun cas à la majorité de nos populations. Ça bénéficie aux élites, qui lorsqu'elles arrivent au pouvoir deviennent milliardaires comme c'était des hommes d'affaires. Clairement. Mais ça ne bénéficie pas à nos populations. Ça ne bénéficie pas aux Congolais du quotidien. Oui, mais on n'a pas la Aux technologie Béninois. pour transformer. Non, mais On est obligé on n'a de pas, on n'a prendre- pas d'ingénieurs qui peuvent le faire. On a des ingénieurs. Moi, je voyage partout dans le monde. J'ai connu parmi les ingénieurs congolais les plus brillants de la planète, j'en connais plein. Des Béninois, j'en connais plein. Ils sont Des là-bas, ils Africains. sont pas en Afrique, Mais hein. pourquoi? Parce que quand ils sont ici et qu'ils essaient de faire quelque chose de sérieux, ce sont les propres élites qui sont censées les protéger, qui les combattent. Disons-le aussi. Et c'est ça le vrai problème qui existe chez nous. C'est que les vraies entités qui se battent pour faire avancer les choses sur le terrain scientifique, sur le terrain politique, sur le terrain culturel en Afrique, sont combattues par les élites qui bénéficient de ce système qui se délite, d'accord, et qui est noyé dans la corruption. Il y en a qui veulent maintenir le statu quo. Alors que des gens qui font tout pour faire avancer leur continent devraient être les entités les plus protégées par nos dirigeants. Et c'est pour ça que moi je rends hommage au général Abdourahmane Tiani, qui a compris. Il a fait un putsch, hein? C'est quoi un putsch? Le putsch, c'est... Un coup d'État. Non, le coup d'État, il était pseudo-démocratique quand on a imposé une marionnette de l'Occident à la tête de l'État alors qu'elle n'était pas validée par la population, en l'occurrence Mohamed Bazoum. C'est eux le vrai putsch. C'est comme Alassane Ouattara qui fait les mandats. Ce sont les coups d'État démocratiques. Et quand quelqu'un veut corriger le coup d'État démocratique, Par les armes. c'est pas un coup d'État, c'est une restauration. Par l'effusion du sang, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'il y a une effusion du sang au Niger? Moi, j'aime parler scientifiquement et clairement. Est-ce qu'il y a eu une goutte de sang au Niger? Non, mais il y a quand même eu un coup de force au Niger. Non, je pose une question. Est-ce qu'il y a eu des morts lors de la prise de pouvoir du général Tiani? Il y a eu quand même un coup de force. Je vous pose une question. Par les armes. Non. Vous n'êtes pas sur des, sur des ASTV. Non, je vous pose une question. Ici, c'est moi qui vous pose des questions. Mon frère, ne cherchons pas le buzz inutile. Puisque entre ce que tu me dis avant et ce que tu me dis maintenant, soyons cohérents. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu du sang lors de la prise de pouvoir du CNSP? Le sang qu'il y a eu, c'est quand la marionnette du système néocolonial était à la tête de l'État et réprimait, je l'ai vu de mes yeux, les opposants. Vous voyez? Aujourd'hui, le pays se relève. C'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Qu'on soit clair. Mais il se relève et c'est porté par le peuple. C'est ce que moi je vois. Et j'en suis un témoin oculaire. Et un acteur aussi. Mais est-ce qu'il y a une démocratie ou est-ce qu'on va comprimer? C'est quoi la démocratie? Demos Kratos. Demos Kratos. Pouvoir au peuple. Quand Pouvoir au aujourd'hui, peuple. quand... Pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ben justement, pose-toi la question, si c'était quelque chose qui n'était pas en adéquation avec la dimension démocratique, le peuple se serait rebellé contre ses élites. C'est très rare qu'on voit des coups d'État, entre guillemets, comme tu les appelles, une prise de pouvoir militaire, où tu vois le peuple sortir massivement et porter les dirigeants. C'est quelque chose qui n'existe que très peu, historiquement, si on doit faire un rappel des faits. Mais ce qui se passe dans le Sahel, aujourd'hui, c'est que des militaires prennent le pouvoir, et c'est porté par le peuple. En grande partie. Et ça doit nous pousser à la réflexion. La gestion du pouvoir politique n'est pas forcément la même partout. Moi, je voyage partout dans le monde. En Chine, la conception du pouvoir politique est différente de l'Occident. En Iran, le pouvoir politique est différent de l'Occident. En Russie, tous ces pays que je cite, des pays que je connais très bien, différents de l'Occident. L'Afrique a aussi ses réalités. Moi, ce qui me pose problème, un dirigeant pourrait même diriger, si Lumumba était vivant, j'aurais voulu même qu'il dirige 30 ans le pays, ça ne me dérange pas. S'il dirige le pays en étant dans un vrai processus de souveraineté et de justice sociale. Si Sankara était vivant, j'aurais voulu que Sankara reste longtemps, si son objectif demeurait la justice sociale et la souveraineté. Mais le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des dirigeants dirigés
qui veulent se maintenir au pouvoir et qui bradent le pays à l'étranger. C'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Et c'est la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui en termes de réflexion critique, c'est de pousser à la structuration d'un nouveau pouvoir, c'est-à-dire la convergence de deux courants en apparence différents, qui sont à la fois les corps constitués souverainistes et la société civile panafricaniste. Et c'est la fusion de ces deux entités qui crée aujourd'hui un nouveau type de pouvoir que les spécialistes appellent de manière impropre, à mon sens, une révolution conservatrice africaine, que moi j'appelle simplement une révolution d'autodétermination de la nouvelle génération africaine. Quels sont les us et coutumes des panafricanistes? Quand un jeune vous suit, comment peut-il se comporter en panafricaniste? Le panafricanisme, c'est aimer son peuple, c'est aimer son semblable et vouloir pour soi ce que l'on veut pour autrui. Et condamner ce qui est inacceptable lorsque vous voyez votre semblable se comporter vis-à-vis de vous comme s'il était un étranger. Et c'est ce qui pousse le panafricaniste que je suis à condamner de la manière la plus radicale possible l'agression honteuse du clan Kagame au Kivu. Parce que je ne peux pas accepter, alors que nous avons des ennemis partout dans le monde, que certains d'entre nous jouent les proxys, jouent les marionnettes de l'étranger. Et c'est dans ce cadre-là que j'attaque Kagame. Vous comprenez? Et c'est de la même façon, parce que j'aime maladivement ce continent, que je suis obligé de condamner avec la plus grande fermeté aussi le côté permissif des autorités congolaises face aux exactions, aux déstabilisations qui se déroulent dans le pays. Parce que je pleure avec vous quand je vois, ce n'est pas quelque chose que j'aime dire publiquement, mais je suis systématiquement bouleversé quand je vois ce qui se passe. Tu t'imagines bien que pour quelqu'un qui prône l'unité et la souveraineté collective, quand je vois des guerres fratricides, alors qu'en réalité ce sont les multinationales occidentales derrière, je ne peux qu'avoir envie de briser tout ce qui se trouve sur mon passage. Comment on sort de ce cycle? On sort de ce cycle en comprenant que on est forcé à ne compter que sur nous-mêmes. Un. Et que la résolution de nos conflits ne passera que par nous-mêmes. Deux. Que le tracé de nos frontières est un héritage colonial et que si on n'analyse pas la sociologie des diverses composantes de nos populations, les déstabilisations seront toujours effectuées, susurrées et entraînées, engendrées par les forces extérieures qui ont compris le côté fragile et les fragmentations qui existent en traçant, au sein de nos sociétés. On a divisé les communautés, on a divisé des... C'est ce que vous voulez dire? Et en traçant l'Afrique. Tout a été fait pour que nos pays ne soient pas viables. C'est important ce que je dis. Et c'est important qu'on le retienne. Allez-y. Tout a été fait pour que les puissances coloniales puissent durer des siècles et des siècles ici. Quand vous mettez dans un même espace des familles qui, comme le disait Charanta Diop, pour le même foyer civilisationnel commun, certes, mais des familles qui ont des parcours différents, parfois des intérêts sur certains aspects différents. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se retrouver sur d'autres aspects. Et que vous ne traitez pas le problème de la nécessité de la communion des forces et des diverses entités, vous vous retrouvez sur un volcan. Et il y a un travail aujourd'hui, quand des structures que je considère comme terroristes, en ce qui me concerne, je ne vais même pas les citer, mais qui déstabilisent des structures congolaises pour certaines, sponsorisées par l'extérieur, déstabilisent le Congo. C'est parce qu'il y a des questions qui n'ont pas été traitées. C'est parce qu'il y a des questions de gestion de nos peuples qui n'ont pas été traitées. Parce que l'exclusion d'un peuple par un autre n'est la volonté pour une partie du peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Exact. Et que le système colonial a centralisé nos pays et a fait en sorte d'oblitérer cette notion de richesse, cette notion d'attention vis-à-vis de la population, et faire en sorte que d'autres soient complètement exclus du destin de la nation. Et quand vous vous sentez exclu, il est plus facile que d'autres entités viennent vous manipuler en vous faisant croire qu'on fait ça pour votre bien, alors qu'en réalité, ils ne veulent pas votre bien. Kagame ne veut pas le bien de personne au Congo. Il ne veut même pas le bien des peuples rwandais eux-mêmes.
Je connais plein de Rwandais qui souffrent sous Kagame. Donc le problème, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit être capable de parler déjà à toutes les composantes de notre peuple et leur faire comprendre que nous avons tous un adversaire commun. Kagame, le drame qu'il fait pour faire lever son pays, ou plutôt son régime, parce qu'une grande partie de son peuple souffre, mais son régime, en étant en deal avec les puissances néocoloniales, il s'allie aux gens qui sont les gardiens de sa chute prochaine. Tout comme le président Tshisekedi, en s'alliant avec un gars qui est capable de vouloir créer la Rivera en Palestine, déporter une population, vous pensez que ce sont des alliés viables? Mais le problème, c'est qu'ils te diront, ils ne sont pas viables. Ils ne sont pas viables, c'est clair. Ils sont en train de montrer, ils ont toujours montré qu'ils méprisaient notre peuple. Ils ont toujours montré que notre peuple était pour eux une virgule de l'histoire. Et au lieu de comprendre qu'on est destiné, qu'on le veuille ou pas, à régler le conflit entre nous, l'un est une marionnette et l'autre essaye de détacher le marionnettiste de cette marionnette pour que le marionnettiste devienne son nouvel allié. Ça ne marche pas comme ça. Parce que la nature du marionnettiste, c'est de diriger, c'est de piller, c'est de coloniser, c'est d'assujettir. Et dire cela, ce n'est pas être contre le Congo. Dire cela, c'est pleurer d'amour pour le Congo. Lorsque vous dites, c'est ce qu'a prédit Frantz Fanon, qui avait dit que allez, la prochaine colonisation, ce sera de coloniser entre eux. Mais les néocolonialistes, vous en parlez d'ailleurs. Mais ceux qui dirigent, alors, ils ne savent pas. Mosé Laurent Désiré Kabila a essayé de se détacher, comme le fait d'ailleurs le président du Burkina Faso et les autres, Traoré. Mais après, tu es décapité. Certains craignent pour leur vie et se soumettent. C'est quoi d'autre alternative? C'est ça le problème. Moi, quand j'entends certains craignent pour leur vie, donc ça veut dire que la vie éternelle existe? Non, je ne sais pas. Si tu dis ils craignent pour leur vie. Donc, chez nous ici, Moussa a essayé, on l'a décapité. Hein. Mais demain, toi, tu peux, je ne te le souhaite pas. Moi ou toi, on peut mourir d'un accident de voiture. Peut-être que ce sera la France, ou les dirigeants congolais, ou les dirigeants béninois, j'en sais rien. Mais on peut mourir d'un accident de voiture. Ça peut aller très vite. On va tous mourir. La question, c'est est-ce qu'on veut mourir en étant à quatre pattes? Mourir debout. Ou mourir debout. La nouvelle génération panafricaniste a fait son choix. C'est de mourir debout. Et tu fais partie de cette génération-là. Oh, j'adore. J'adore les idées panafricanistes, Kémy. Quelle est la place de la religion dans ce que vous faites? J'ai écrit un livre qui est celui qui a sans doute le plus marché, qui s'appelle Philosophie de la panafricanité fondamentale, où j'explique la nécessité de comprendre le processus de la tradition primordiale. Parce que si on n'est pas capable de revenir à la racine de soi, on ne pourra pas comprendre les fruits de la création et comprendre la relation entre la création et le créateur. Notre peuple a sa propre perception, a sa propre réalité. Et quand on parle de la tradition primordiale, en réalité, avant même la notion du peuple, on parle d'un message originel primordial qui a été donné à l'humanité, qui est à la racine de toutes les religions, qui est à la racine du christianisme, qui est à la racine de l'islam, qui est à la racine de tout. Il faut que notre peuple, qui est le peuple primordial, comprenne ce qu'est la notion de tradition primordiale. Des gens en parlent partout, des gens comme René Guénon, un blanc, en parlait, d'accord. Des gens comme celui qu'on appelait le général Kam, Khalid Mohammed, en parlait. Des gens comme Bob Basson ne parlent pas de tradition primordiale, mais il y a certains aspects qui sont reliés. Et je pense qu'on doit se concentrer sur la connaissance de nous-mêmes sans exclure l'autre. Très bien. C'est très important. Moi, je n'ai pas un regard, un discours qui consiste à dire il faut détruire les églises, il faut détruire les mosquées. Je ne crois pas que ce soit constructif. Ce qu'il faut, c'est ramener les nôtres à la connaissance d'eux-mêmes. Et en ramenant les nôtres à la connaissance d'eux-mêmes, le bon sens fera son chemin. Comment vous créez des synergies pour que ça marche? Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que les médias internationaux sont dans cette campagne de diabolisation de ce que vous faites. Vous devez créer des socles en Afrique. Mais des synergies, vous faites comment? On a l'impression que vous êtes un peu... Allez, on vous voit, c'est vrai, dans les réseaux sociaux. Mais Kémy, c'est un bloc de ce côté. Il y a Nathalie Yamb, on voit. Qui est ma sœur. Qu'on salue d'ailleurs, qui fait un très grand travail. Clin d'œil. Comment créer des synergies
pour lutter contre cette désinformation de ce combat. Poser la question de savoir pourquoi on est autant suivi. C'est parce que cette synergie est déjà là. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, la globalisation de l'information a permis au peuple, aux quatre coins du monde, d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui leur semblait être le plus juste et le plus rationnel. Et aujourd'hui, malgré que le camp occidental et néocolonial essaye et notamment le camp français, essaye de créer une grande campagne de désinformation vis-à-vis des questions souverainistes, en attaquant Ibrahim Traoré, en nous attaquant violemment, etc. Mais le peuple a les yeux ouverts, malgré leur usine à trolls, malgré leur propagande, et malgré qu'il y a aussi des Africains qui sont maladivement attachés à l'Occident. C'est pas la majorité, mais ils existent. Et ils sont beaucoup à la tête de nos États. Mais c'est en train de changer. Je suis très serein sur... Au peuple qui ont des dirigeants pareils, ils doivent faire quoi? Se mobiliser, comme on l'a fait partout, comme on le fait partout. Se mobiliser. Et que ce cyclone africain, qui a commencé en Afrique de l'Ouest, se propage partout. Et c'est ce qui va se passer. Pêle-mêle, je prendrai peut-être 4-5 questions. La réussite du panafricanisme passe par quoi? Monsieur Peter posait la question à Monsieur Keba. Quel en est le socle? Monsieur Seba, quel en est le socle? La réussite passe par l'autodétermination, la justice sociale, la dignité du peuple. Et de ne plus attendre d'élites qui ont trahi leur mission depuis trop longtemps, qu'elles nous accompagnent dans quoi que ce soit. Trop de gens ont pris le titre d'élite intellectuelle ou autre, alors qu'elles n'ont d'intellectuel que la reconnaissance que l'Occident leur donne. Ça doit changer. Quelle est la relation de votre combat avec la Russie? Quel est l'apport russe dans le combat des panafricanistes? La relation de notre combat avec la Russie est résumée dans le discours que j'ai tenu au Parlement russe devant les dignitaires russes et toute la quasi-totalité des délégations africaines parlementaires qui étaient présentes, en disant que nous ne quittons pas le colon français pour trouver un colon russe. Et que donc si la Russie veut nous aider en contrepoids à l'hégémonie occidentale, pas de problème. Mais si elle veut jouer avec nous, les nouveaux colons, elle nous trouvera sur son chemin. Je ne peux pas être plus clair. Et c'est valable pour la Chine aussi. Bonjour Monsieur Tiani, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Kémy Séba, mais posez-lui la question, n'est-ce pas paradoxal de lutter pour le panafricanisme et de garder sa nationalité française? Bon, je ne lui en veux pas de ne pas savoir que le panafricanisme n'est pas né en Afrique, mais est né en Occident. Parce que s'il le savait, il aurait su que ce sont justement des Noirs des Antilles, d'Amérique, des Noirs d'Occident, d'Europe, de France, qui ont créé le panafricanisme. Donc ce n'est pas paradoxal. Au contraire, le panafricanisme, par essence, est diasporique. Par la suite, il a été repris par des géants comme Kwame Nkrumah et autres sur le continent. Mais c'est une idéologie qui est née parmi des gens comme nous qui sont nés hors du continent. Donc c'est très, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est très normal. Maintenant, il est important aussi de dire qu'il faut se mettre à jour, parce que j'ai brûlé mon passeport, alors que j'aurais pu faire une procédure pour réclamer, et mon avocat Juan Branco, que je salue chaleureusement, me disait que si on faisait un appel, on avait 95% de chances de garder la nationalité. Je ne l'ai pas gardé, j'ai brûlé mon passeport parce que j'ai d'autres préoccupations et d'autres objectifs. Et Dieu est tellement grand que le général Tiani m'a donné le passeport diplomatique. Qu'est-ce que vous pensez de Macron? Rien. Je pense quand le sujet est existant. Macron est un point-virgule dans mon histoire. Est-ce que vous avez et dans l'histoire de France, je pense. Est-ce que vous avez l'impression, comme, parce qu'il nous reste quelques poussières de minutes, est-ce que vous avez l'impression, comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah, comme les Samora Machel, comme beaucoup, que vous êtes arrivé tôt aujourd'hui? Non, je pense que si un peuple devait se libérer au nombre de ses martyrs, notre peuple serait la première puissance mondiale et serait libéré depuis longtemps. On n'arrive jamais trop tôt. Il y a une partie du peuple qui comprend fondamentalement, et ça m'émeut aux larmes, aujourd'hui encore, hein, je le voyais dans la rue, ces derniers jours et partout où on va. Et puis on a des élites et les caniches des élites, parce qu'il y a des gens qui sont entretenus par les élites pour être leur chien de garde, qui nous haïssent parce qu'elles ont l'impression que, en attaquant le colon, on attaque ceux qui leur donnent à manger. Et si vous avez un seul robinet dans la maison, vous croyez que vous n'en avez qu'un seul, et que quelqu'un vient et s'attaque au robinet, vous allez vous battre contre lui. Parce que vous n'êtes pas capable de comprendre que parfois il faut être capable de forer soi-même
et traiter nous-mêmes l'eau pour boire, sans attendre l'autre robinet. Le robinet, ceux que nos dirigeants considèrent comme le robinet, c'est quelque chose qui aura été là pour nous empoisonner. Mais nos dirigeants sont étrangers à eux-mêmes, aliénés, et ne comprennent pas cette réalité. Mais ça va changer. On a réussi au Sahel, on est en train de réussir, et ça réussira à d'autres endroits. Pourquoi quitter de Stélio Gilles Robert Capo à Kémy Séba? Capo Chichi, je ne l'ai pas quitté, c'est le nom de Vous êtes né mon ancêtre Capo Chichi. Capo Chichi. D'accord, Capo Chichi. Stelio, c'est italien, comme vous le voyez, je ne suis pas italien. Gilles, c'est le prénom de mon père, que j'aime en perdre la raison. Et Robert, c'est le nom de mon grand-père. Maintenant, Stelio, Gilles, Robert sont des noms occidentaux. J'ai pris un nom dans la matrice linguistique du continent africain, qui est la traduction de Stelio, d'ailleurs, pour respecter le choix de mon père et de ma mère par rapport au prénom qu'ils m'ont donné. Et c'est comme ça que les choses se sont déroulées. Kémy Séba, ça veut dire quoi? La même chose que Stelio. Ça veut dire? Mes parents m'ont appelé Stelio parce qu'ils voulaient m'appeler Étoile. Ils disaient que j'étais leur premier garçon. Ils voulaient m'appeler Étoile et ils ont pris le nom Stelio en italien. N'étant pas italien, j'ai pris dans la langue la plus ancienne du continent africain, Medunetcher, la matrice des humanités classiques africaines, Stelio, et ça s'est traduit par Séba. Et Kémy pour noir, pour africain, pour les membres du peuple noir originel. Et ça a donné donc Stelio dans son acception africaine, Séba, Kémy Séba. C'est à quel moment de votre vie que vous avez compris votre mission? À 17 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le déclic, c'était quoi? Une accumulation de choses. Je pense que la négrophobie vécue en Occident m'a permis de comprendre, c'est ce que je dis toujours, être exclu par l'autre nous pousse parfois à nous constituer notre propre puissance. Donc je remercie, je ne m'apitoie pas sur le sort. C'est à Strasbourg toujours? Non, je suis né à Strasbourg, mais j'y ai jamais vécu. J'ai vécu un peu partout dans les petites campagnes de France jusqu'à mes 14 ans, où je suis arrivé en région parisienne, avec ma mère au départ. Et ça a été une expérience. Et cette accumulation d'expériences, de discrimination, de racisme m'a permis de comprendre qu'il fallait prendre soin de nos communautés, nos semblables, parce que nos peuples souffrent partout. C'est une réalité. Mais je ne pouvais pas imaginer, en 99, quand j'ai commencé, que 26 ans après, notre combat aurait autant de portée. Et donc je rends grâce à Dieu Tout-Puissant et à nos ancêtres méritants. Martin Luther King avait un rêve, il n'a pas le monopole du rêve. Le vôtre pour l'Afrique, c'est quoi? Je ne rêve pas, mais... Pas de rêve pour l'Afrique? Je ne rêve pas, mais je fais. Parce que je pense que la meilleure façon de rêver, c'est de matérialiser tout ce que l'on souhaite par les actions au quotidien. Et c'est le travail d'urgence panafricaniste. Faire de notre vie un rêve. Que ce rêve soit une réalité. Et notre réalité, c'est que la souveraineté puisse coloniser le cœur de la majorité de notre population. Et on est sur le bon chemin. Au Congolais et les erreurs que font les gouvernants français et occidentaux et leurs marionnettes à la tête de nos États ne font que nous permettre d'avancer dans cette voie. Aux Africains en général et aux Congolais qui vous ont suivi aujourd'hui, s'ils devaient retenir quelque chose? Que je les aime en perdre la raison, et je pèse mes mots. Et leur rappeler que ce que les élites africaines et congolaises ne font pas pour le peuple, il faut que le peuple le fasse lui-même. N'attendons pas de messie. Il faut que le peuple soit son propre messie. Par des initiatives qui créent la justice sociale, par des initiatives qui créent le développement. Entre guillemets développement, parce que c'est une acception aussi qu'il faut avoir. Développement par rapport à qui, par rapport à quoi. Mais une amélioration économique, une amélioration sociale, une amélioration politique. Parce que nos peuples sont laissés à l'abandon. Pas qu'au Congo, hein. Si c'était qu'au Congo, ce serait facile, mais partout. Je viens d'un pays, le Bénin, où une minorité vit au Bénin comme si elle vivait à Miami. Et elle dit que le pays est développé. C'est vrai que le pays, en termes d'infrastructure, est développé comparativement à avant. Mais ça ne bénéficie qu'à 5% de la population. Le reste du peuple crève. La réalité, elle est partout hein, en Afrique. Hein. Il faudra se poser la question pourquoi. Comment vous pouvez être sur un sol aussi riche et faire la manche? Nous sommes comme un aveugle assis sur un banc en or massif qui fait la manche. Ça pose problème. Il faut que ça cesse. Et ça va cesser. Un mot pour le président Brahim Traoré, pour le président Tchani, Goïta? Ils savent déjà tout ce que je leur dis. Ils savent déjà. C'est pas nécessaire de le dire ici. Le combat continue, s'accentue et chacun dans son rôle avance pour que le sort de notre population puisse être amélioré.
Kémy Séba, merci beaucoup. Ça a été un honneur de vous recevoir, un grand honneur de vous recevoir ici en République démocratique du Congo à Kinshasa. Merci pour ce que vous faites. Dans notre pays, il est assez difficile de reconnaître les mérites des autres. On a l'habitude des éloges, ça arrive quand vous êtes dans un cercueil. Je ne me permettrai pas ça. Je suis très touché par votre invitation. Je suis au travail depuis quelque temps, par l'intermédiaire du représentant de notre ONG au Congo, l'Urgence panafricaniste Fortifie Lushima. Et il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes qui prennent leurs responsabilités. N'attendons pas des autres qu'ils fassent, parce que nos dirigeants, ils ont été placés là où ils sont pour faire autre chose que nous diriger, je le crois profondément. Partout, dans la plupart des pays d'Afrique. Donc il faut que nous devenions acteurs de nos propres destinées et qu'on arrête de se plaindre. J'y crois. Merci beaucoup. Moi, j'étais très touché pour ce qui s'est passé ce matin. Mais alors, dans mon tweet, je l'ai clairement dit que priez pas, priez pour nous dans nos cœurs. Vous êtes notre docteur Nourouz Kawusa. Non pas parce que vous êtes là, mais parce que j'ai mon directeur de programme qui est ici, M. Debs Vita. Quand j'étais arrêté, je suis sorti de la prison. Il m'avait dit une chose, ne fais pas des émissions ici au Congo. Trouve-moi Kémy Séba. J'ai dit, je vais chercher ses contacts pour le prendre à l'étranger, comme Dieu s'est organisé les choses entre Africains. Vous êtes ici au pays, on va garder cet élan, continuer. Vous avez le soutien de tous ces dignes fils d'Afrique, avec nos ancêtres qui vous soutiennent. Vous allez aller très loin. Et nous allons vous apporter notre soutien, nous, toutes nos plateformes et même notre chaîne de télévision, pour ce que vous faites. C'est noble, c'est salutaire. C'est pour l'avenir de nos enfants et de notre identité. Et nous y croyons tous. Merci beaucoup. Prenez ça pour dit. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention. Pour son édifice, l'Afrique a besoin de la participation de nous tous. Le problème, c'est nous. Mettons la main dans la pâte. Et c'est pas demain, ça commence aujourd'hui. Et d'ailleurs maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci. Oh, merci.